15 secondes chacun pour vous présenter. François-Xavier, dans un micro. Donc, je suis François-Xavier Olivier, donc je suis cofondateur de la société Equinops. Et donc, je suis également coprésident de PME Finance Bretagne. Je m'appelle Stéphane Zachmer, je suis cofondateur avec Gilda Breton de la société Polaris et nous sommes spécialisés dans l'extraction, l'enrichissement de lipides marins en Bretagne. Vincent Marcaté, moi je suis vice-président Open Innovation d'Orange Labs. Je suis président du pôle Image et Réseau. Je suis président de l'Institut de recherche technologique BICOM et je suis également le porteur du plan La Nouvelle France Industrielle sur la réalité augmentée. C'est bon, gars. Pierrick Auvray, je suis dirigeant du groupe Celis Pharma qui a 2 filiales, Ceris Pharma, une entreprise de sous-traitance en recherche pharmaceutique, et Kelia, une autre entreprise et filiale qui a une activité de recherche et de découverte de nouvelles molécules à partir d'un petit poisson qui est la roussette. Je suis également vice-président de la Chambre de commerce de Saint-Malo, président de CCI Innovation, et puis j'ai d'autres fonctions, mais j'en parlerai pas forcément aujourd'hui. Pourquoi? C'est secret? Non, c'est pas secrète. Je suis aussi président de la plateforme d'initiative locale de Saint-Malo. On a parlé tout à l'heure du prêt d'honneur. Tu vois, c'est plus qu'honorable. Hein. Oui, tout à fait. Je suis président de la plateforme de Saint-Malo et également fortement impliqué dans le réseau breton Initiative Bretagne. Éric Besson, Arkea Capital Investissement, filiale investissement du groupe Crédit Mutuel Arkea. Finalement, j'aime bien cet ordre qui va des entrepreneurs aux financiers, hein, c'est l'ordre PME Finance. J'ai 3 questions à vous poser, elles sont écrites là, hein, c'est comment favoriser le renouvellement du tissu industriel, comment favoriser l'émergence de nouvelles entreprises en Bretagne, et en général, comment mieux entreprendre. Qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'il soit plus facile et plus, non seulement d'entreprendre, parce que créer une société, on peut faire ça n'importe où, ça coûte 1 euro de capital social, mais après, c'est en fait mieux entreprendre en Bretagne, c'est comment réussir plus souvent, plus facilement, plus haut, plus fort, tout ça. François-Xavier, on va commencer par la seconde. Tiens, qu'est-ce qu'on peut faire pour favoriser l'émergence de nouvelles entreprises? Déjà, comment c'était quand tu as créé Equinops? Et comment c'est maintenant, dans quel sens ça a changé? Et un mot sur Equinops quand même, qu'est-ce que ça fait, tout ça. Oui, donc on va peut-être commencer par Equinops. Donc Equinops, c'est une société qui travaille dans les télécoms. Donc notre métier, c'est de transporter les informations sur de la fibre optique. Et donc aujourd'hui, on a sorti un produit, le dernier produit qu'on a sorti, c'est un produit qui permet de transporter les informations à 100 gigabits. Donc c'est très, très important. On est les seuls à faire ça en France et quasiment dans la partie Europe de l'Ouest. On a développé notre propre technologie. Tu es beaucoup trop modeste. 100 gigabits par porteuse, c'est combien de téra sur un câble, sur une fibre? Oui, aujourd'hui, donc, quand on parle de 100 gigabits, c'est le débit par porteuse, effectivement, par porteuse optique. Et dans une fibre classique aujourd'hui qui Rappelle-toi que tu n'as pas que des NSTB dans la salle, donc parle français. Donc on est capable, par exemple, de transporter 160 longueurs d'onde dans une fibre. Ou breton, si tu veux. Hein, c'est-à-dire 16 terabits. Et donc 16 terabits, pour donner un exemple, ça veut dire que si la Bibliothèque nationale était entièrement... la Bibliothèque nationale de France était entièrement numérisée, on serait capable de transporter l'ensemble des contenus de cette bibliothèque en moins de 3 minutes. Donc, juste pour donner une idée ça c'est très parlant, pour le coup. Et donc, voilà. Vas-y. Donc voilà. Donc, ensuite, l'environnement, quand on a créé Equinops, c'était, je dois le dire, très défavorable, parce que c'était en 2001. C'était juste après l'éclatement de la bulle Internet, hein, donc tout le monde s'en rappelle. Donc pour monter notre projet, et on était relativement ambitieux, il nous fallait à l'époque 7 millions d'euros. Tout ce qu'on avait à cette époque, c'était un jeu de 10 slides. Et on a parcouru... tu as levé 7 millions d'euros avec 10 diapositives? Exactement. Ouais. Il faut que tu m'expliques. Donc on a parcouru en long, en large les rues, les avenues du 7e et du 8e. Ça a été très difficile. Par contre, on a été bien aidé par la Technopole Anticipa, qui nous a fortement conseillé de passer le concours. À l'époque, c'était l'Anvar, hein, c'est en 2002. Et on a été lauréat du concours de l'Anvar, ce qui nous a apporté
un prix de 350 000 euros, qui n'est pas négligeable, mais surtout l'accès, la reconnaissance d'une entreprise innovante. Donc, et là, en fait, c'est les investisseurs de la place parisienne, principalement, qui sont venus nous voir en Bretagne et qui ont, et finalement, en fin 2002, on a levé un tour de table de 7 millions d'euros. Voilà. Donc, ce que j'entends dans ton expérience, c'est que le concours, et dans ce que disait Franck Zal des Marinards, en fait, je ne l'ai pas dit, mais Franck et Michel, vous pouvez bien sûr intervenir et lever la main. Et puis, en général, moi, je suis contre. En gros, quand j'anime une table ronde ou une conférence, je pars du principe que, enfin, je pars d'un double principe. La paresse et l'interactivité. L'interactivité, enfin, les deux reviennent au même en fait. C'est que le métier d'un journaliste, que j'ai été longtemps, consiste à se demander ce qui intéresse son lecteur, aller poser des questions à des gens et en faire une synthèse qu'on présente au lecteur en question. Mais là, aujourd'hui, les lecteurs, ils sont en face de moi et vous n'avez qu'à lever la main pour poser une question. Moi, ça va dans le sens de ma paresse et ça rend la conférence considérablement plus interactive. Donc, ne vous privez pas. Et ce que j'ai entendu, François-Xavier, dans ce que tu disais, c'est que les deux facteurs, c'était le concours du ministère de la Recherche et de l'Anva Roséo BPI France, et les transports. Le fait de pouvoir attirer des Parisiens à Lannion pour te financer à hauteur de 7 millions d'euros. Je dis ça parce que le concours du ministère a été cité par Franck Zal des Marinards il y a en gros 5 minutes. Oui, c'est une simplification, donc dis-moi que je viens de dire une bêtise. Non, ce qui est clair, c'est que le fait de passer ce genre de concours, ça apporte une visibilité au niveau national. Et bon, à l'époque, on avait également essayé au niveau régional de faire des financements. C'était, Eric s'en souvient sûrement, c'était un peu plus difficile. Mais effectivement, bon, pour revenir rebondir sur ce qu'avait dit Franck Zal également, le déclenchement du financement, ça a été le concours de l'Anva Roséo, le pays maintenant. On va garder les questions. Stéphane Lozakmar, combien d'argent pour de l'huile de poisson? Beaucoup et pas beaucoup, mais on a démarré l'entreprise avec Gilda en 1996 avec 1 000 euros. Aujourd'hui, le chiffre d'affaires à peu près de 13 millions d'euros pour cette année, pour 46 personnes. Alors, des grandes étapes, on a démarré sans argent en faisant essentiellement de la recherche et de la distribution de produits norvégiens, puisque nous n'avions pas de fonds importants. Ce qui a permis de monter le chiffre d'affaires, et en 2009, nous avons décidé d'établir un nouveau projet, un nouveau modèle, un nouveau business model en passant du distributeur au producteur. Le constat était de remarquer l'énorme gaspillage au niveau des ressources marines, en tout cas au niveau du poisson en Bretagne, notamment au niveau des valorisations des coproduits. Et l'idée était d'extraire ces molécules oméga 3 que vous connaissez tous, de les extraire en France, en Bretagne en particulier, et de les adapter sur un modèle de production complètement original et innovant. C'est d'ailleurs le seul en France. Et nous avons investi 12,5 millions d'euros dans l'unité de production et d'enrichissement d'oméga 3 à Combien, pardon? 5 millions? 12 millions 5. Waouh! Oui. Alors pour ce faire, on n'avait pas beaucoup plus d'argent, donc on a fait appel à un fonds Venture qui est rentré chez nous en 2009. De capital risque. De capital risque. Mais on essaie. Alors, est-ce qu'on peut bretoniser l'anglais? Moi, j'ai déjà du mal à le franciser, mais il y a un sujet de traduction. Pardon, continue Stéphane. Donc voilà, aujourd'hui, Polaris a saturé le marché français au niveau des oméga 3, au niveau des laboratoires, parce que nos marchés sont essentiellement dans le complément alimentaire, un petit peu l'agroalimentaire, les aliments fonctionnels et bien sûr nos amis les chiens-chats. Et il est important pour nous de franchir le pas de l'internationalisation, comme disait tout à l'heure Alain. Et pour ce faire, nous avons aujourd'hui un gros travail à porter sur la stratégie à l'international pour promouvoir notre molécule. Certaines molécules sont innovantes et brevetées, donc nous avons une vraie richesse au niveau de la propriété intellectuelle et de l'innovation. L'outil de production fonctionne aujourd'hui et il ne reste plus qu'à franchir le pas de l'international. Quelles sont les conditions pour favoriser l'émergence de Polaris 2, Polaris 3, de nouvelles entreprises comme la tienne? Parce
que les bonnes idées, je pars du principe que si on fait un tour dans la salle, on va en trouver en gros 1,75 par personne. Mais après, c'est une statistique que j'invente totalement. Mais je suis sûr qu'on va en trouver plein. Mais au-delà des bonnes idées, comment est-ce qu'on peut favoriser des parcours d'entrepreneurs comme le tien, Stéphane? Alors bon, le parcours, il est bien entendu validé par un certain nombre d'experts. Je vois Gilbert Blanchard qui est là, on a beaucoup travaillé avec le CRIT, Cap Biotech maintenant en Bretagne, et ça depuis très longtemps. On a eu beaucoup l'appui des technopoles, et la technopole de Quimper qui nous a soutenus dans nos actions. Pourquoi ? Parce que dans l'évolution du projet, à un moment, vous avez des phases de doute qui peuvent être importantes, et les choix de la croissance passent par de la validation, non seulement sur le point de vue financier, mais aussi technologique, parce qu'on est un peu tout seul dans son projet. Et le fait de se faire accompagner et conseiller par des experts à un moment donné permet de garder cette confiance et d'énergie pour aller plus loin. Vincent, je vais te garder pour la bonne bouche. Et Pierrick Auvray, je vais vous proposer... déjà, je vais proposer aux dirigeants de Ceris Pharma de nous donner son témoignage. Et puis voilà, comment est-ce qu'on peut viraliser la chose? Comment est-ce que vous pouvez devenir contagieux ainsi que François-Xavier? Et ça, c'est ce que vous faites à la CCI. Donc, Oui, tout à fait. Être contagieux, c'est effectivement ce que l'on cherche à faire tous les jours. En tant que chef d'entreprise, de toute façon, je pense qu'on a tous intérêt à voir notre environnement évoluer. Je pense qu'en Bretagne, on a un vivier de chefs d'entreprise et un fort potentiel de développement. Je ferai une critique qui m'est faite en premier également. Je pense qu'on ne communique pas assez sur notre savoir-faire en Bretagne dans tous nos domaines, à l'extérieur en tout cas. Parce que on s'en aperçoit quand on quitte nos frontières bretonnes ou Grand Ouest. Et je pense qu'on aurait intérêt à vraiment parler de notre Bretagne telle que nous l'aimons. C'est une terre d'accueil pour le chef d'entreprise, une terre où on peut effectivement trouver un grand nombre de réseaux. On en a une partie qui est représentée ici dans la salle. Un grand nombre de réseaux qui sont tous là pour aider le chef d'entreprise à se construire et à se développer, que ce soit financier ou même appuyer l'entreprise. Moi, je suis un peu peut-être le petit vilain canard de la table ronde parce que je n'ai pas d'investisseur. Vous n'avez pas l'air comme ça. Hein. Je n'ai pas d'investisseur en fait dans l'entreprise, donc c'est une entreprise que j'ai créée seule, mais avec des partenaires effectivement financiers qui sont bancaires principalement, et également les réseaux dont je suis issu maintenant, mais le réseau Entreprendre notamment, et puis le réseau Initiative Bretagne ou Initiative France. Et ce sont avec ces réseaux-là que j'ai pu, moi, grandir. Donc, à une plus petite échelle, certainement, que mes confrères sur la table ronde. Mais aujourd'hui, on est une société qui continue de se développer, qui investit également lourdement en R&D, parce que je pense que c'est l'une des autres facettes et notre richesse en Bretagne, c'est que nous innovons tous dans tous les domaines. Et je pense que c'est aussi le cœur de notre réussite, l'innovation. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, on investit, sur l'ensemble du groupe, on est à plus de 50% d'investissement en R&D, ce qui est relativement conséquent pour une entreprise. Et comment est-ce qu'on devient contagieux quand on Comment on devient contagieux? Alors c'est simple, c'est des gens en parler, communiquer, c'est être donné envie, effectivement, être dans tous les réseaux, en tout cas les réseaux principaux. C'est vrai qu'un chef d'entreprise devient contagieux à partir du moment où effectivement il parle de sa propre problématique, de son développement, il arrive à faire envie. Donc c'est en côtoyant les différents réseaux que nous avons sur ce territoire. Et ils sont relativement nombreux. C'est une force d'être dans ces réseaux. C'est quelque chose auquel, lorsque j'ai créé mon entreprise, il ne fallait pas me parler d'un réseau parce que j'avais la tête dans le guidon et puis j'avais pas envie de sortir. Ça n'a pas duré très longtemps parce qu'au bout de quelques semaines, en fait, je me suis très vite impliqué dans les réseaux. C'est un moyen de contaminer les autres. Est-ce que je me demande... Alors... non, Eric Besson, je vais juste vous poser une question la plus ouverte possible parce que
parce que vous êtes bien à l'image de votre maison, Arkea Capital Investissement. C'est du capital développement, c'est de la transmission d'entreprise, mais c'est aussi, corrigez-moi, mais enfin, vous êtes souscripteur de Bretagne Jeune Entreprise qu'on a vu tout à l'heure, souscripteur de Go Capital, créateur de West Valley, et vous-même, vous avez commencé dans le capital risque avant de continuer sur le capital développement. Donc comment évoluent les conditions d'entreprendre en Bretagne? Clairement, enfin, il m'a semblé entendre que les réseaux et les fonds régionaux se sont structurés ces dernières années, peut-être par rapport au temps où vous aviez créé Equinops et Polaris respectivement. Une autre nouveauté, c'est les pôles de compétitivité, mais ça c'est pour toi, Vincent. Vous-même, Eric, comment est-ce que vous avez vu évoluer le métier? Alors, effectivement, Arkea Capital a plutôt une vocation à faire du développement et de la transmission. On fait ponctuellement des opérations sur des entreprises à potentiel, et Marina d'ailleurs en fait partie. Mais c'est vrai qu'on délègue, j'allais dire, plus facilement les choses auprès d'équipes comme Go Capital, en étant souscripteur des fonds, Bretagne Jeune Entreprise également, où on est une des 4 banques actionnaires. Parce que effectivement, l'intérêt, c'est effectivement d'être présent dans toute la chaîne de financement. Après, effectivement, sur mon parcours, historiquement, j'ai connu la bulle Internet, dont on parlait tout à l'heure, où effectivement, pour les entreprises qui n'étaient pas Internet, c'était un petit peu compliqué pour être ne serait-ce qu'entendu. Hein, je ne parle même pas d'être financé. Et effectivement, 7 millions d'euros avec D-Slide, c'est une très belle performance. Il y a des entreprises dans l'Internet avec un seul slide, ils en ont eu beaucoup plus. C'est de créer une vraie boîte derrière, en fait. Voilà, exactement. La difficulté est là. Et effectivement, ça s'est structuré aussi. Eric en parlera peut-être plus tard, puisqu'il connaît évidemment beaucoup mieux les choses que moi. L'éclatement de la bulle Internet, donc on est revenu à des choses plus réalistes. Et pour parler de la Bretagne, je pense que la Bretagne est plutôt bien structurée, que ce soit en termes de ressources de financement, avec beaucoup d'acteurs régionaux qui interviennent à tous les stades de développement de l'entreprise. Je pense qu'on est probablement une des régions les mieux loties. Alors on peut englober plus généralement le Grand Ouest, mais je pense qu'on est plutôt très bien placé. Il y a 4 pôles de compétitivité, donc ça donne quand même une idée effectivement du potentiel de la région, parce que c'est plutôt une très bonne moyenne, il me semble. Ensuite, tout ce qui est structure d'accueil et d'accompagnement, je pense qu'on est plutôt bien placé. Après, la difficulté, c'est l'émergence des nouvelles entreprises. Ça veut dire qu'il y a forcément un risque pris pour les financeurs, un risque pris pour le chef d'entreprise, qui généralement pourrait avoir un poste très important dans des grandes structures avec des très bons salaires, et qui acceptent de miser leur capital, et en plus souvent en tout cas, de ne pas être payés, ou en tout cas pas à la hauteur de leurs compétences pendant plusieurs années, avec le risque de tout perdre évidemment au final. Donc effectivement, l'émergence de nouvelles entreprises, ça veut dire aussi des réussites, et il y en a des très belles, et des échecs qui sont parfois malheureusement majoritaires, mais c'est aussi le volume qui fait qu'on arrive à extraire de très belles entreprises. Voilà. Qu'est-ce qui... je ne sais pas si c'est peut-être un frein ou une barrière mentale, est-ce que c'est la peur de l'échec? Si des échecs, est-ce qu'un échec financier dans le portefeuille d'un investisseur, c'est aussi un échec humain dont l'entrepreneur peut d'ailleurs à bonne raison avoir peur? Oui, alors, sur la partie capital développement et transmission des échecs, il peut y en avoir évidemment, mais c'est beaucoup plus rare que dans le capital risque. Effectivement, la peur de l'échec, mais aussi l'image, la mentalité française, voire européenne, n'est pas tout à fait la même que la mentalité américaine, où, en caricaturant aux États-Unis, plus on a eu d'échecs, ça veut dire plus on a pris de l'expérience, plus à la limite on est quelqu'un d'intéressant. C'est vrai qu'en France, on fonctionne peut-être légèrement différemment. Donc effectivement. Alors, mais voilà. En fait, une des
j'anticipe un petit peu, mais une des prochaines propositions de PME Finance, on travaille en ce moment à étudier une réforme des procédures collectives et donc du droit des faillites pour favoriser justement le rebond tout en protégeant les investisseurs et notamment les investisseurs et les créanciers et notamment ceux qui apportent leur argent sans être des professionnels. Ça j'anticipe sur le sujet, mais est-ce que vous sentez que cette peur de l'échec est une barrière mentale à lever? Et après, je lancerai Vincent sur les barrières mentales, justement. Alors, peut-être, mais encore une fois, Eric Cozanet pourra peut-être, je suis désolé, Eric, pourra peut-être avoir un retour d'expérience plus précis. Effectivement, ça peut être une barrière. Alors, effectivement, historiquement, il y a des choses qui ont été mises en place pour favoriser justement, pour franchir le cap, comme la loi Allègre qui date de 1999, si je ne dis pas de bêtises, et qui a permis effectivement plus facilement... 97, pardon. Qui a permis plus facilement de faire du transfert de technologie du public au privé et de faire l'essaimage effectivement de la recherche publique en particulier vers le privé. Et donc de permettre effectivement un certain nombre de chercheurs et de gens de haut niveau technique de pouvoir se lancer dans une aventure privée. Vincent Marcatet. Oui, Jean Rognetta. Mais non, c'est ça. C'est comment est-ce qu'on favorise l'émergence de nouvelles entreprises et quelle est l'approche du pôle Image et Réseau? Alors, le pôle Image et Réseau, aujourd'hui, on a 250 adhérents, 200 startups, PME qui font partie du réseau. Alors, ce qui est intéressant avec la démarche d'un pôle, c'est que par le biais des projets collaboratifs qui existent entre labos académiques, PME, grands groupes, à la fois on arrive à booster des filières, des produits au sein de PME établies, mais on arrive aussi à faire naître de nouvelles entreprises parce que par le biais du projet, il y a des acteurs qui ne se connaissaient pas forcément, issus du monde académique, issus du monde entreprise, qui se disent tiens, là, il y a une opportunité, on peut faire quelque chose de nouveau qui n'était pas dans mon entreprise avant, et donc on va créer une nouvelle boîte. Donc ça, c'est déjà un très bel effet pour booster la création d'entreprises. Après, au niveau du pôle, nous, ce qu'on fait, c'est aussi l'effet réseau. Et là, ça marche très bien en Bretagne, cet effet réseau-là. C'est que toutes les nouvelles startups, on les accueille gratuitement au départ pour justement leur faire bénéficier de l'ensemble des acteurs qui se trouvent au sein du pôle et des acteurs avec lesquels le pôle travaille, et notamment les technopoles qui accompagnent très bien le développement d'entreprises. Donc ça, c'est pour tout ce qui marche bien. Moi, après quelques années à la présidence du pôle, parce qu'on n'est pas que là pour se taper sur le ventre en disant on a fait du bon boulot et c'est super, et voilà, parce que dès qu'on fait ça, on n'est plus en train d'avancer. Et donc, il faut sortir de sa zone de confort. Il faut sortir de sa zone de confort, on est bien d'accord. Donc moi, ce que je constate quand même aujourd'hui, en tout cas dans le monde qui est le mien, qui est celui du numérique, de l'Internet, c'est qu'en Bretagne, on a une excellence technologique qui est assez incroyable. Par contre, chaque acteur qui va créer sa boîte sur cette excellence technologique, généralement, oublie de s'entourer de compétences plutôt business, marketing, commercial, de développement international. Et ça freine considérablement l'essor, le développement de l'entreprise. Ça, c'est quelque chose que, notamment, Equinops a réussi à très bien faire, en allant chercher un Didier Brady qui a cette expérience marché et business international, ce qui a permis à Equinops, au-delà de l'excellence technologique qui était la sienne, de devenir un leader international. Et ça, aujourd'hui, il y a une espèce de plafond de verre que des dirigeants d'entreprise ne veulent pas aller casser parce qu'ils restent justement dans leur zone de confort. Et c'est pas méchant ce que je dis, hein, c'est un constat et c'est un regret, en disant moi je suis ingénieur et quelque part aller travailler avec des gens qui ont des profils plus business, qui ont une culture différente de la mienne,
c'est pas si naturel que ça. C'est pas si naturel que ça, et donc j'y vais pas. Et donc quelque part, mon entreprise, j'obtiens les financements pour la faire arriver à un certain stade, et à partir de là, je fais en sorte qu'elle reste en vie, que ça tourne bien, mais je vais pas aller chercher à passer à l'étape du dessus, à devenir soit une grosse PME, soit une ETI. Et ça, je pense qu'il y a un gâchis. Il y a un gâchis en Bretagne par rapport à ça. Donc, il y a besoin d'agréger des compétences de toute nature, encore une fois. Et puis aussi, le numérique, on le sait tous, le numérique, c'est une révolution en cours pour toutes les économies. Et je pense qu'il faut que chacune des entreprises, que ce soit sur l'agroalimentaire, que ce soit sur la mer, que ce soit sur l'automobile, pour citer les 3 autres pôles, et puis toutes les filières d'excellence de la Bretagne, le numérique est un élément de différenciation et de développement économique accéléré pour ces autres acteurs. Donc il faut encourager vraiment cette fertilisation croisée entre les filières traditionnelles et le numérique, parce que toutes les boîtes qui ne vont pas se réinventer avec le numérique, je pense, demain vont mourir, parce qu'il y en a d'autres qui vont être plus rapides et plus agiles qu'elles au niveau mondial, à se réinventer et à améliorer leurs performances grâce au numérique. Et donc, à partir de là, j'ai peur pour toutes ces entreprises-là. Moi, on est en train de travailler sur un autre projet avec la coopérative laitière d'Ille-et-Vilaine. Je prends un exemple, je ne sais pas si d'ailleurs il y a quelqu'un d'Ellipse, comme ça s'appelle maintenant dans la salle, mais c'est très exactement ça. C'est-à-dire que Ellipse a élaboré, le bureau contrôle laitier 35, comme ça s'appelait, a élaboré un système d'Internet des objets et qu'il est en train de commercialiser aujourd'hui. Et donc il passe, tout en continuant le contrôle laitier, c'est aujourd'hui un acteur du numérique. Est-ce que ce genre d'expérience qui me vient à l'esprit en vous écoutant, Vincent, c'est quelque chose qu'on peut généraliser, ou alors est-ce qu'il y a une autre idée pour mieux entreprendre en Bretagne? François-Xavier, par exemple. On va faire un tour rapide là-dessus. L'idée qu'il faut retenir. La fertilisation croisée en est une excellente. Je vais effectivement rebondir sur ce que vient de dire Vincent. Je pense que je suis tout à fait d'accord sur cette idée d'introduire du numérique dans toutes les filières. Aussi bien en Bretagne en particulier, aussi bien dans l'agroalimentaire que tout ce qui est mer ou automobile, et bien sûr sur tout ce qui est la filière numérique en tant que telle. Il y a un champ d'investigation énorme qui s'ouvre. La potentialité pour, comme disait Vincent, d'améliorer les performances des entreprises, mais aussi d'en créer des nouvelles, et des tonnes de nouvelles entreprises. Et alors surtout par le fait que la Bretagne est très bien dotée sur cette partie-là. C'est-à-dire qu'on a les académies qu'il faut, on a le tissu de PME et les grands groupes qu'il faut, on a les pôles de compétitivité avec le pôle image et réseau, bien sûr, mais on a aussi l'IRT Bicom qui va être et devenir un acteur très important dans ce domaine-là. Donc on a tout ce qu'il faut autour du numérique pour aider toutes les entreprises des autres filières pour vraiment créer des nouveaux projets et aller beaucoup plus vite et effectivement dépasser les entreprises qui ne se mettront pas au numérique. Donc moi, si j'avais un point, et je pense que c'est l'axe lequel je favoriserais dans les mois et les trimestres qui viennent, c'est vraiment de faire en sorte que dans n'importe quelle entreprise, les gens aient un plan numérique à mettre en place pour gagner en compétitivité. D'accord, pas d'accord, Stéphane? Et puis si tu as une autre idée, ne te prive pas. Hein. Non, alors je suis 100% d'accord évidemment pour améliorer les performances. Mais concrètement, alors pardon, j'insiste, moi il y a 3 ans maintenant à peu près, j'ai écrit un bouquin qui commençait, dans la première phrase était, avant on allait sur Internet, aujourd'hui on est dedans. Je ne sais pas si on est dans l'huile de poisson aussi, mais est-ce que quand on est dans l'huile de poisson, est-ce qu'on est sur Internet, est-ce qu'on est dans Internet? Alors, l'huile de poisson, la grande différence, c'est qu'on a quand même quelques millions d'années de retard par rapport au numérique. Mais non, pourquoi de retard? Le numérique ne fait rien
pour la vision. Au contraire, tu compenses la dégradation de l'œil apportée par le numérique. Donc, non, quand même. C'est exact. On va traiter les pathologies liées à l'excès de consommation de numérique. C'est une réalité. Alors aujourd'hui, c'est vrai que nous, on a une préoccupation importante du changement de business model chez nous. J'adhère complètement. On a besoin d'apprendre, on a besoin de se fédérer, on a besoin de conseils pour grandir, pour changer de classe. C'est une étape très importante pour nous et on est vraiment pris par le quotidien, souvent trop d'ailleurs, et sortir de l'entreprise et rencontrer d'autres chefs d'entreprise et s'enrichir finalement de ces expériences croisées, c'est pour nous important. Alors, dans le domaine marin, on a le pôle mer en Bretagne, donc on est aussi adhérent au pôle mer. La ressource marine aujourd'hui est en Bretagne un sujet important, très très important, qui est en train d'émerger. On est quand même entouré à 75% de la mer. Les entreprises de biotechnologie comme Emarina sont malgré tout peu nombreuses en Bretagne, alors que le tissu et les matières premières sont importantes. Et je pense que même nous, au niveau du pôle mer, on se réunit régulièrement sur des problématiques techniques et réglementaires. On parlait tout à l'heure de l'environnement, l'écologie, les ressources. C'est une préoccupation très importante. Pour notre part en tout cas, et on s'enrichit effectivement sur l'aspect réglementaire technologique, mais sur le numérique et tout ce qu'on peut apporter sur les autres entreprises, on est peut-être un peu faible et on a peut-être besoin un peu de soutien sur ce côté-là, je reconnais. Mais... Non mais... Alors, c'est quoi le numérique? Vincent Marcaté peut-être, mais toi aussi Stéphane. C'est quoi le numérique quand on est une entreprise traditionnelle? Est-ce que ça veut dire juste avoir un site web et un téléphone portable, ou est-ce que c'est la réalité augmentée, l'Internet des objets? Concrètement, pour toi, est-ce que ça veut dire tracer, gérer le chalutier qui va te livrer la matière première? Est-ce qu'il y a des problématiques de ce genre qui font que le numérique va faire évoluer Alors c'est une révolution dans le domaine marin. Tout le monde est sensibilisé à l'écologie marine. On sait que les ressources marines sont en voie d'épuisement, en tout cas au niveau de la surexploitation des ressources marines poissons, en tout cas, que la conscience est prise. L'application numérique au sein des bateaux, ça a permis notamment de suivre les bancs de poissons ou les bateaux pêche et de veiller à ce qu'ils n'aillent pas prélever dans les zones de réserve. C'est valable sur le Chili, Pérou ou l'océan Indien. Nos ressources marines, nous, sont évidemment relativement fragiles. Les États les protègent aujourd'hui de plus en plus. Les ressources pour nous sont les poissons gras, évidemment. Poissons gras, sardines, maquereaux, harengs, anchois, c'est le Chili, le Pérou et le Maroc. Et les thonidés, c'est essentiellement l'océan Indien sur l'île Maurice et la Réunion. Donc nous faisons l'extraction de coproduits marins dans une charte éthique liée aux bateaux de pêche. Alors tous les laboratoires aujourd'hui veulent être free of the sea, veulent être certifiés responsables. Ça veut dire qu'on doit être capable aujourd'hui de vous donner sur la petite capsule que vous consommez la traçabilité totale, l'âge du capitaine, quand ça a été pêché ou dans quelles conditions. Et en fait, cette révolution arrive à grands pas et on voit de grands laboratoires nationaux et internationaux nous demander aujourd'hui de faire des films sur les bateaux pour montrer aux consommateurs que on est responsable et que le produit qu'on fabrique est le meilleur. Et c'est en ça que le numérique aujourd'hui va promouvoir cette éco-pêche ou cette éco-responsabilité sur les ingrédients marins. Et tu croyais que j'allais laisser passer l'âge du capitaine comme ça? Vincent Marcaté, est-ce que le numérique sert à autre chose que mesurer l'âge du capitaine? Et surtout, comment dire, est-ce que des entreprises comme Ceris Pharma, que je vais interroger juste après, et Polaris, des entreprises non numériques au départ, est-ce qu'on a besoin est-ce qu'il faut les inciter ou peut-être les aider à faire face à ce qu'on appelle la troisième révolution industrielle maintenant, après le bouquin de Rifkin, ou est-ce que non, finalement, se débrouille très bien tout seul, merci? Ça, c'est à elle de le dire si elle se débrouille très bien toute seule ou pas. Moi, je pense, pour donner un exemple très concret, justement via le plan réalité augmentée, ça m'a permis de discuter avec de nombreux acteurs industriels en dehors du numérique. Et pour prendre l'exemple d'une boîte de pharma,
ils se sont aperçus que la réalité augmentée pouvait leur aider largement la vie pour justement faire de l'assistance à l'opérateur dans leurs usines de fabrication, pour faciliter le contrôle qualité, pour faire en sorte de vérifier que entre ce qui se passe dans leur laboratoire pharmaceutique et ce qui devrait se passer compte tenu des modèles théoriques qu'ils ont, il faut que tout ça soit bien cohérent. Donc voilà, donc ça c'est un exemple très concret où la réalité augmentée permet à la fois de faire du contrôle qualité, de s'assurer que ce qui est fabriqué est vraiment conforme, et puis d'aller beaucoup plus vite aussi dans leur processus de reconditionnement, de chaîne de fabrication, etc. Parce qu'on peut très très vite justement s'assurer que le réel et le modèle numérique sont totalement alignés. Donc ça c'est un exemple très concret. Après, des exemples sur comment le numérique peut aider les entreprises, il y en a plein. On voit avec l'émergence de tout ce qui est big data aussi sur faire un peu de prévisionnel sur les marchés, sur les besoins des consommateurs, sur comment tout ça peut évoluer pour aligner l'offre et la demande. Voilà, là aussi, il y a énormément de choses à faire. Et puis Jean, tu citais tout à l'heure l'Internet des objets. C'est évident que ça, c'est une révolution en soi. Moi, j'ai tendance à penser que l'Internet des objets qui va remonter des tonnes de données, qui vont tout ça aller dans un cloud traité par des algorithmes de big data avec lesquels on va interagir avec des technologies de réalité augmentée pour fermer une petite chaîne, c'est un modèle qui peut s'appliquer à n'importe quelle entreprise en dehors du numérique. Non, ça me va très bien. J'ai lancé un regardoir parce que juste les algorithmes de big data, je me suis dit que je n'allais pas savoir traduire ça en breton. Et qu'on partait sur quelque chose qui... Voilà. Alors, Pierrick Auvray, sur la double casquette. D'abord, est-ce que ça s'applique au business de Ceris Pharma, le business aussi, aux affaires quotidiennes de votre entreprise, et en même temps, vous n'êtes pas sans savoir que les chambres de commerce et d'industrie sont dans l'actualité assez fortement, mais est-ce que les CCI peuvent aider à cette numérisation globale de l'économie, à cette troisième révolution industrielle? Comment est-ce qu'on peut... Voilà, quel peut être le rôle? Alors, pour le premier point, le numérique, nous, on l'utilise effectivement parce que on travaille à la fois dans le domaine médical et donc sur l'évaluation de futurs médicaments. Donc, on est assisté en fait par des algorithmes et des logiciels informatiques qui nous permettent de prédire des actions, des interactions avec des médicaments et leurs cibles. Mais je dirais que ça fait relativement longtemps finalement qu'on l'utilise, puisque moi j'ai commencé à travailler dans ce domaine de modélisation moléculaire il y a pratiquement 20 ans. Et c'est vrai que donc on a évolué, parce qu'il y a 20 ans c'était pas très poussé, mais aujourd'hui c'est de plus en plus facile et ça nous aide surtout à être beaucoup plus performants et être rapide sur nos marchés qui ne cessent d'évoluer. Aujourd'hui, on a dans l'autre société qui s'appelle Kelia, on travaille sur un petit requin qui n'a pas bougé depuis 400 millions d'années, qui est la roussette. Mais l'inconvénient de ce fait, c'est que c'est un poisson qui n'était pas du tout connu, on va dire, d'un point de vue génomique. Donc on a été obligé de séquencer tout le génome et de pouvoir modéliser. Sans cet outil informatique qui nous a permis aussi de modéliser, on ne pouvait pas avancer nos recherches. Donc c'est vraiment au cœur de nos activités R&D, c'est évident. Donc le croisement des filières, je pense, on parle du numérique là, avec mon cas des biotech, et puis je pense que c'est pareil pour d'autres domaines. Je crois que c'est inévitable. On ne peut pas rester à la traîne et regarder le numérique passer devant nous et ne rien faire. Donc je pense que c'est essentiel de pouvoir se bouger. Après, il faut sensibiliser effectivement les chefs d'entreprise, clairement, parce qu'on ne le perçoit pas forcément toujours. Il y a les technologies, alors moi je ne suis pas un spécialiste du numérique, mais elles évoluent tous les jours. Donc c'est vrai qu'il faut effectivement sensibiliser énormément les chefs d'entreprise pour qu'ils puissent, trouver des opportunités d'utiliser ces outils, ces nouveaux outils numériques, et puis les adapter effectivement à leur process. En industrie, on a plein maintenant de process de traçabilité en fait qui sont numérisés, heureusement, mais c'est vrai que ce sont des évolutions et ça n'arrête pas d'évoluer. Je pense que c'est extrêmement important. Sur la deuxième casquette, chambre de commerce, alors bien sûr que nous, chambre de commerce, on est acteur également dans ce système, et surtout pour essayer de sensibiliser les entreprises.
Nous, on est le premier contact généralement du chef d'entreprise et on fait le relais vers le technopole, par exemple. C'est-à-dire que notre mission, nous, n'est pas forcément d'accompagner d'un point de vue technique parce qu'il n'y a pas les connaissances dans les champs de commerce. Par contre, la connaissance, c'est généralement la connaissance même de l'entreprise et de sensibiliser le chef d'entreprise à l'innovation qu'il pourrait apporter et se sensibiliser à de nouvelles technologies. Donc c'est le rôle vraiment des champs de commerce, de proximité du créateur, et puis d'aiguiller vers des technopoles, vers tous les autres. On a cité les CRIT tout à l'heure, ou Cap Biotech maintenant, effectivement. On a le devoir effectivement d'aiguiller les chefs d'entreprise dans ce sens. Donc oui, je pense que tous les acteurs que l'on a en Bretagne doivent être et sont sensibilisés. C'est pas qu'ils doivent, ils le savent, ils le sont, mais doivent effectivement travailler avec le chef d'entreprise pour le sensibiliser et l'aider dans son évolution, parce que aujourd'hui, on perçoit tous en tant que chef d'entreprise, les marchés sont plus stables du tout, ils évoluent sans arrêt, et si on n'anticipe pas, on se fait vite rattraper et décliner, quoi. Éric Besson, quelle est la part du numérique en particulier et de l'innovation en général, hein, on parle de NBIC, nanotechnologie, biotechnologie, informatique et cognitique, mais du numérique, puisqu'on parle du numérique et de fertilisation croisée, dans vos thèses d'investissement. C'est-à-dire que quand vous investissez dans une start-up que vous allez transformer en PME, dans une PME que vous allez transformer en ETI et tout ce jargon-là, c'est-à-dire quand vous investissez sur la croissance d'une entreprise établie, quelle est la part quelle est la réalité de la troisième révolution industrielle et quelle est la part du pipeau marketing? J'ai pas le pourcentage exact en tête. Non, mais voilà. Non, il y a un point que l'on regarde très attentivement depuis quelques années, c'est lorsqu'on va investir dans une entreprise, donc on réalise un certain nombre d'audits, et maintenant on fait quasiment systématiquement des audits liés au système d'information des entreprises, puisque maintenant effectivement tout est numérisé, donc on a effectivement des entreprises qui ont une capacité de réactivité et de connaissance parfaite de leur entreprise grâce à leur système d'information, mais en même temps ça doit être un point d'attention parce que ça peut rapidement être une faiblesse si ces systèmes d'information ne sont pas forcément performants ou lorsqu'il y a eu un certain nombre de croissances externes, il y a des systèmes d'information pas compatibles entre les sites ou entre les entreprises. Et ça, c'est un point que l'on fait analyser quasi systématiquement. Ça dépend un petit peu de la taille de l'entreprise aussi. Parce que, pour être sûr de ne pas se retrouver dans un avion qui a perdu ses radars, quoi, en fait. Voilà. Est-ce que ceux parmi vous, mesdames et messieurs, qui considèrent que le numérique est fondamental pour l'avenir de leur entreprise et qui considèrent qu'il leur faut investir dedans, avec toutes les difficultés que l'investissement comporte, que vous soyez chef d'entreprise ou que vous travaillez avec des PME au quotidien, est-ce que cela pourrait lever la main, s'il vous plaît, parmi vous, qu'on ait un comptage? Le numérique est-il crucial pour l'avenir des PME que vous connaissez, de la vôtre, pour commencer, si vous en avez une, ou non? Les oui peuvent-ils lever la main, s'il vous plaît? Voilà, je crois que le besoin est clair. Si vous avez une question, vous pouvez garder la main levée. Sinon, je vais vous proposer d'utiliser les deux pour les applaudir, parce que j'ai trouvé quand même cette table ronde extrêmement intéressante.